Donc, bonjour, merci d'être présent. Donc, c'est notre deuxième dialogue pôle tropique et Méditerranée pour cette saison. Je rappelle juste qu'on en a proposé et organisé 3 pour cette année, autour notamment en écho à la publication de la revue Grain de sel sur la piste des transitions agroécologiques. Et il nous semblait intéressant de mêler à la fois des témoignages sur des problématiques cruciales qui se pose sur ces questions-là, en accompagnement des transitions dans différents territoires au sud, et en même temps des parcours d'ingénieurs agro qui accompagnent ces dynamiques sur différents territoires. Donc, pour rappel, le dernier était animé par Cédric Bernard, qui est ici présent aussi encore aujourd'hui, autour du pastoralisme. La vidéo est disponible en replay pour ceux qui sont intéressés. Et aujourd'hui, on a le plaisir du coup d'accueillir Paul Belchy, qui vient de l'IRAM aussi, donc bureau d'études de l'IRAM également. Je ne sais pas si, Paul, tu avais contribué à la production de ce grain de sel ou peut-être pas directement, mais donc voilà, il venait juste d'arriver à l'IRAM à ce moment-là. Mais donc l'idée, c'était de témoigner sur d'autres problématiques plutôt autour de l'agriculture et du maraîchage périurbain en particulier, des enjeux que pose la relocalisation et la valorisation des productions maraîchage périurbain pour les systèmes alimentaires localisés. Et donc l'idée, c'est de témoigner sur une expérience de plusieurs organisations qui ont appuyé ces transformations sur la région de Phnom Penh, c'est ça, au Cambodge. Et donc, je vais te laisser t'introduire, te présenter rapidement et présenter aussi, du coup, une autre revue dans laquelle est publier l'essentiel de ce que tu vas nous présenter aujourd'hui. Voilà, Traverse. Mais je te laisse la parole tout de suite. Merci beaucoup. Merci Elisabeth et bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation aujourd'hui pour discuter avec vous. Donc, je suis Paul Belchy, chargé de programme au bureau d'études associatif IRAM. Alors, je ne suis pas un ancien de l'Institut Agro, je suis un ancien de l'Agro Paris. Personne n'est parfait. Mais ça me fait très plaisir de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui. Et puis, outre la présentation des travaux, discuter un petit peu de notre métier, parce que j'ai cru comprendre que c'était aussi ce qui vous intéressait. Et moi, à votre place, à l'époque, je me posais aussi beaucoup de questions sur qu'est-ce que bosser dans la coopération et le développement international. Donc, je parlerai un petit peu de ça. Et puis, très concrètement, dans quelles conditions est-ce que j'ai réalisé cette capitalisation au Cambodge, pour vous donner un petit aperçu du métier de consultant. Donc, je suis agroéconomiste de formation. J'ai fait la spécialisation agriculture comparée, développement agricole d'AgroParisTech. J'ai travaillé 2 ans et demi à l'Agence française de développement. Après des stages au CIRAD, j'ai travaillé à l'AFD au Laos pendant 2 ans et 6 mois en Côte d'Ivoire. Après, j'ai travaillé 3 ans pour l'association Max Havelaar France, qui est l'association qui gère le label de commerce équitable Fairtrade, que vous connaissez sûrement, qu'on trouve sur les tablettes de chocolat, les paquets de café. Et depuis 4 ans maintenant, je travaille pour des bureaux d'études, donc pendant 2 ans pour le bureau d'études Salvaterra, et maintenant à l'IRAM depuis 2 ans, dans le pôle système d'activité, filières et acteurs. Et donc je travaille sur tout ce qui est à la fois projet et puis études qui concernent l'appui aux organisations de producteurs, appui à la mise en place de filières durables sur tous les aspects, que ce soit technique, organisationnel, économique. Et dans ce cadre, donc j'ai réalisé l'année dernière, j'ai coordonné la capitalisation d'expériences d'ONG françaises qui travaillent entre autres au Cambodge. Donc 6 ONG membres du groupe Initiative, y compris l'IRAM. Alors je pourrais revenir après sur le fonctionnement de l'IRAM. L'IRAM a un double statut bureau d'études et ONG. Et en fait, voilà, ces 6 organisations travaillent depuis longtemps à l'appui d'organisations de producteurs, leur structuration et leur accès au marché. Ils souhaitaient faire un peu une capitalisation transversale pour partager leurs connaissances, partager un peu les processus qui ont été à l'œuvre pour appuyer ces organisations de producteurs, et puis aussi faire rencontrer ces producteurs qui sont dans différentes zones du Cambodge.
Donc j'ai facilité en fait la rencontre et la discussion et l'analyse transversale de ces expériences. Et entre autres, dans les 5 projets qui étaient mis à l'étude, il y en a 2 qui concernent le maraîchage périurbain. Donc c'est plutôt spécifiquement ces 2 études de cas que je vais vous présenter aujourd'hui. Autour de la ville de Siem Reap, qui est un peu au nord-ouest du Cambodge, très proche des temples d'Angkor, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Donc 2 projets mis en œuvre par les ONG AgriSud et GRET depuis 8 voire 15 ans, en partenariat avec 2 organisations de producteurs, Green Farmer Association et EcoFarm. Les enjeux très rapidement pour vous replacer le contexte d'intervention de ces organisations. Donc c'est vraiment pour faire face pour appuyer les organisations de producteurs et les producteurs familiaux face aux enjeux qui ont lieu au Cambodge, donc c'est-à-dire la difficile connexion au marché, l'asymétrie d'information, des attentes des consommateurs et des politiques en termes de qualité et traçabilité des produits, une forte concurrence internationale sur certains produits, on va le voir, y compris dans le maraîchage. Et puis finalement, des producteurs qui ne sont pas toujours regroupés, faiblement organisés, qui ont besoin de financement, et in fine, qui ont des prix assez peu rémunérateurs. Le tout dans un contexte globalement de dégradation des ressources naturelles au Cambodge, notamment au niveau des sols, avec encore des zones de front pionnier de déforestation, l'expansion de certaines cultures de rente, type manioc par exemple. Donc ça, ce sont globalement les enjeux auxquels donc ces 6 organisations tentent de répondre dans le cadre de leurs activités, et en particulier donc AgriSud et le GRET sur les enjeux de maraîchage périurbain. Et donc pour vous donner un aperçu un petit peu de en quoi consistait ce travail, donc l'objectif, comme je vous le disais, c'était de faciliter un partage d'expérience, une analyse collective des résultats et des processus mis en place par les organisations et leurs partenaires, les valoriser aussi à travers cette publication, à travers un séminaire qu'on a pu faire à Phnom Penh, et une présentation qui a été faite à distance en France, notamment à l'Agence française de développement. Et donc pour ma part, il a consisté en des animations à distance de discussions avec les porteurs de projets, et puis un voyage d'études au Cambodge où j'ai pu aller voir chacun des terrains. Donc c'était assez court, mais j'ai quand même pu m'entretenir avec des bénéficiaires, donc essayer de comprendre dans un temps très ramassé les logiques d'intervention de ces 6 organisations, et en particulier les 2 qui nous concernent aujourd'hui. Voilà, donc c'est un exemple typiquement de mission qu'on est amené à faire à l'IRAM dans un pas de court traitant. Moi, je suis pas spécialiste du maraîchage non plus, donc c'est vraiment notre capacité à comprendre les stratégies, les dynamiques des producteurs, comprendre aussi les processus, les méthodologies que mettent en place les opérateurs de développement, donc ces ONG en question, les liens avec le contexte institutionnel, donc les services déconcentrés de l'État, le secteur privé. Donc c'est un peu, donc c'est pas un produit de recherche, mais voilà, dans un temps ramassé, essayer de couvrir toutes ces thématiques. Donc je vous présente rapidement les 2 projets qui nous concernent. Donc le premier d'AgriSud avec Green Farmer, donc c'est le projet d'intensification agroécologique et de diversification de l'agriculture périurbaine dans la province de Siem Reap, qui est mis en œuvre depuis 8 ans maintenant. Donc qui a pour objectif à la fois d'appuyer à la diversification de la production, le renforcement de la transformation post-récolte, et puis l'amélioration des services proposés par l'association Green Farmer, en particulier la commercialisation. Donc autour de la ville de Siem Reap. Donc très rapidement au niveau de la chaîne de valeur, donc on a plein de petites exploitations de producteurs familiaux avec des collecteurs villageois et puis des grossistes basés dans la ville qui viennent s'approvisionner dans les villages environnants, et enfin des détaillants et puis des clients finaux qui peuvent être les restaurants ou les hôtels.
Donc l'association Green Farmer a été créée dans le cadre de ce projet en 2018, avec un peu plus de 400 membres l'année dernière en tout cas, répartis dans une trentaine de villages. Et elle a 12 salariés. L'intervention du GRET est un peu plus large parce que ce n'est pas uniquement sur le maraîchage, c'est aussi sur le riz, l'aviculture. Mais au niveau du maraîchage, c'est globalement un peu les mêmes objectifs. Le projet est un petit peu plus ancien, il a démarré en 2010. Et là, Ecofarm, ce n'est pas une association, c'est une coopérative donc, qui a une visée, en théorie en tout cas, un peu plus commerciale. Et elle est composée aujourd'hui d'un peu plus de 100 membres. Bon, très rapidement, les résultats, ce n'est pas ça qui est le plus important. On va ensuite voir plutôt les processus à l'œuvre. Les principaux résultats, donc après près d'une dizaine d'années de projets, donc c'est un appui à plusieurs centaines d'exploitations familiales dans le cadre des 2 projets, avec donc un accès à un marché haut de gamme, notamment les restaurants et les hôtels qui drainent des touristes internationaux, donc surtout au niveau des membres de Green Farmer. Une diversification de la production avec notamment l'intégration de légumes occidentaux dans les parcelles maraîchères pour répondre à la demande au niveau de Siam Rep. Voilà, ensuite le développement de capacités organisationnelles et managériales au sein de l'association et une reconnaissance plus accrue des acteurs de l'aval, notamment les consommateurs, de l'association Green Farmer et de ses productions. Au niveau d'Ecofarm, donc à une échelle un peu plus réduite, on a aussi voilà, une augmentation de volume et de diversification, un premium de prix généré grâce à l'amélioration de la qualité qui est assez sensible, une diversification des débouchés, la mise en place d'un système participatif de garantie sur lequel je vais revenir après, qui permet d'homogénéiser ou en tout cas contrôler un certain nombre de critères de qualité des produits. Et enfin, des capacités renforcées au niveau de la gestion de la coopérative. Donc les problématiques auxquelles les organisations ont souhaité se questionner, c'est d'abord comment on détermine la qualité d'un produit, comment elle est construite, et comment on fait la part des choses entre répondre à une demande, mais aussi valoriser ces pratiques, notamment dans le cadre présent des pratiques qui sont déjà, en tout cas qui ont trait à l'agroécologie, dans le sens où il y a très peu d'intrants de synthèse qui sont basés sur de l'agriculture familiale. C'est comment articuler ça, répondre à une demande, mais aussi valoriser ces pratiques durables et les améliorer. Ensuite, c'est comment gérer cette qualité au sein des organisations pour répondre à une demande de qualité constante de la part de l'aval de la filière ou du système alimentaire. Et comment améliorer cette commercialisation. Et puis la dernière question qui était plus propre aux organisations françaises présentes, c'est quel positionnement, donc GI, c'est le groupe Initiative, quel positionnement des membres du groupe Initiative dans ces processus de développement, leur place et quel transfert à la fois de responsabilité, de connaissances, de compétences aux structures. Je termine la présentation, peut-être 10-15 minutes, et après vous pourrez me poser toutes les questions, on aura un échange. Donc sur le volet détermination de la qualité, donc, c'est la première étape en fait qui a été initiée dans le cadre de ces projets, c'était faire un peu rencontrer et discuter les producteurs sur à la fois faire un état des lieux de ce qu'ils produisent, parce que même entre eux, ils n'étaient pas forcément au courant de ce que faisait le voisin ou ce qui se passait dans un autre village, et puis comprendre quelles sont les attentes des acteurs de l'aval. Donc il y a eu beaucoup d'appui et de rencontres qui ont été facilitées entre les producteurs, les grossistes notamment, et puis même dans le cadre du projet avec Green Farmer, la rencontre avec des restaurateurs et des hôteliers.
Donc, dans le cadre de ces deux projets, c'est vraiment la demande en produits sains d'un point de vue sanitaire et des volumes réguliers qui a été le driver ensuite des actions qui ont été mises en place dans le cadre de ces projets. Et puis aussi quand même un intérêt pour une production locale pour certains acteurs à la fois du tourisme, mais aussi certains consommateurs cambodgiens, on va y revenir, de la classe moyenne de Siem Reap, pour qui ça commence à être un des critères d'achat, en tout cas. Donc qualité requise, les éléments que je viens de mentionner, à travers aussi potentiellement des certifications sanitaires. Au niveau d'Ecofarm, c'est un petit peu les mêmes éléments de qualité qui ont été déterminés. Voilà, et les principaux enjeux, c'est comment répondre à ça. La production est plutôt atomisée. Les producteurs, ils ont l'habitude de vendre individuellement à des middlemen qui viennent dans les villages, sans savoir ensuite où part la production. Donc au niveau du maraîchage, où il y a quand même des cycles de production assez courts, jusqu'à présent, il n'y avait pas forcément de prise en compte de la demande par rapport à ce qui était produit. Donc c'était surtout du chou chinois, m'ont dit les producteurs, de manière assez uniforme en fait. Je pensais que c'était un peu plus diversifié. Et les projets ont permis notamment de diversifier un peu cette production avec des salades, de la moutarde, des oignons, beaucoup de condiments. Et puis même donc, des produits plus type occidentaux comme la laitue, un autre type de salade, et des carottes pour certains complexes hôteliers touristiques. Voilà, donc c'est un peu ce que je viens de vous dire. La caractérisation de la qualité a été faite au travers de diagnostics, études et rencontres interprofessionnelles, donc ce qui a débouché sur des innovations déjà techniques au niveau de la parcelle. Comme je vous disais, une diversification et puis de la transformation au niveau des producteurs de green farmer, par exemple de la poudre de curcuma ou des tisanes. Donc il y a vraiment eu cette recherche d'équilibre entre adaptation et reconnaissance des pratiques durables existantes. Et puis, en fait, ce qui a émergé de ces projets, c'est la nécessité de se mettre en organisation pour maintenir cette qualité et pouvoir la commercialiser. Donc c'est l'objectif de ce projet, de ces deux projets à la base, qui est assez intéressant. C'était pas tout de suite on va appuyer les producteurs à se mettre en organisation. C'est plutôt réfléchir quels sont vos besoins, vos enjeux et en quoi le fait de se mettre en collectif vous permet d'y répondre. Ça, c'est un des points importants qui est ressorti de cet exercice. Se mettre d'accord sur un objectif commun. Voilà, donc ça, c'est un exemple de cahier des charges finalement assez précis qui a été réalisé au bout de plusieurs années de projet, sur la description de la qualité attendue en termes de type de semences, de gestion de la fertilité des sols, de lutte antiparasitaire, etc. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, on pourra y revenir si vous avez des questions. Voilà, donc bâtir une organisation autour d'un but partagé. Ça influence aussi sur la nature de l'organisation entre associations pour devenir entreprise sociale au niveau de Green Farmer et puis Ecofarm qui souhaite rester coopérative. Et donc des conditions pour légitimer cette organisation. Au niveau de la gestion de la qualité, ce qui a été très intéressant dans cette étude aussi, c'est voir les stratégies différentes de gestion de qualité. Donc, il y a au niveau d'Ecofarm, les deux organisations, Ecofarm et Green Farmer, ont choisi un contrôle par les pairs. Au niveau d'Ecofarm, ça va même un peu plus loin, c'est un système participatif de garantie qui implique une diversité d'acteurs, donc des producteurs eux-mêmes, des responsables un peu agronomiques ou agroécologiques qui sont des producteurs relais au sein de la coopérative. Donc, je vous montre ce schéma-là. Qu'on appelle des conseillers en agroécologie. Et puis, donc dans le cadre du projet, un représentant du GRET aussi, qui était là en tant qu'un peu conseiller technique, et des représentants des services déconcentrés de l'État qui travaillent sur l'agriculture.
ce qui permet d'avoir, sur la base d'un cahier des charges, un système de suivi annuel de chaque membre et producteur d'Ecofarm en plusieurs étapes, avec une certification individuelle octroyée par ce collectif. Donc voilà, on n'est pas du tout sur un label avec un auditeur externe qui va venir de manière ponctuelle. Là, c'est vraiment à la fois donc, la construction du cahier des charges, mais ensuite le suivi et le contrôle qualité qui est fait collectivement. Alors, je n'ai pas détaillé celui de Green Farmer, mais il est beaucoup plus sur uniquement de producteur à producteur. Donc, il n'y a pas un système. Le choix a été fait de ne pas avoir un système aussi lourd et participatif. Dans le sens où la stratégie de l'association est à terme, pour le coup, d'avoir plutôt des certifications externes qui, d'après elle, légitimeraient plus la qualité de ces produits et permettraient d'atteindre encore d'autres clients au niveau de Siamrep. Donc là, c'était assez intéressant de voir aussi des stratégies un petit peu différentes entre Ecofarm, qui est sur ce modèle très participatif, qui pour lui est suffisamment légitime pour valoriser sa qualité, et celui de Green Farmer, qui quand même souhaite s'adosser sur une certification externe reconnue. Alors ils n'en ont pas encore en tête, mais il y a une certification bio par exemple au Cambodge à laquelle ils pourraient prétendre dans plusieurs années. Voilà, et puis un exemple un petit peu de la communication qui peut être faite au niveau d'Ecofarm, des formations auprès des producteurs. Cette gestion de la qualité, ce qu'on retient des deux cas, c'est qu'à nouveau, on voit qu'il y a deux stratégies différentes portées par les groupes. Il y a deux stratégies différentes portées par les groupes, donc vraiment un choix du système de contrôle de la qualité qui émane du collectif, donc adapté à, en tout cas, leur stratégie, leurs besoins, qui repose dans les deux cas sur des échanges réguliers entre producteurs, à nouveau aussi sur des rencontres interprofessionnelles avec les clients et les autres acteurs du système alimentaire. Et enfin, alors dans le cas de Green Farmer, des grandes campagnes de communication. On va y revenir, c'est un peu lié à la commercialisation, à travers des foires, des portes ouvertes sur les exploitations, etc. Ce qui est un peu le cas. Donc voilà, on a un peu les mêmes facteurs favorables de maintien de ce système de contrôle qualité au sein d'Ecofarm, avec également aussi le coût assez faible de ces systèmes qui reposent sur la mobilisation des producteurs. Alors par contre, dans les limites, c'est évidemment le temps que peuvent allouer les maîtres exploitants ou les référents agroécologie qui sont eux-mêmes exploitants. Donc ça limite le nombre de producteurs qu'ils peuvent superviser. Et dans le cas d'Ecofarm, c'est la mobilisation de tous ces acteurs qui, mine de rien, nécessitent une organisation au préalable. Et puis aussi un minimum de financement, ne serait-ce que pour faire venir ces personnes et avoir une petite indemnité. Jusqu'à présent, c'est toujours le projet porté par le GRET qui finance cela, et non pas l'activité d'Ecofarm qui permet de générer des bénéfices suffisants pour couvrir ses coûts. Donc là, c'est une question de durabilité. Et enfin, au niveau de la commercialisation, donc la stratégie un peu commune des deux organisations a été en tout cas d'avoir bien saisi l'intérêt d'être en organisation pour fournir des volumes conséquents, assurer une diversité de ses produits et avoir un service de livraison assez fréquent pour les grossistes ou directement les hôtels et les restaurants. Donc grâce au fait d'être en organisation et d'avoir là aussi des producteurs un peu relais, ces producteurs-là ont pu organiser en fait avec leur pairs la planification de quoi semer à quel moment et estimer un petit peu les volumes qui pourront être produits dans les mois à venir. Donc des producteurs-collecteurs.
les projets ont aussi vraiment appuyé la professionnalisation de la fonction du développement commercial en grande partie auprès de Green Farmer qui est davantage tourné sur des clients internationaux. Et puis surtout, ce qui est hyper intéressant, notamment dans le cadre du projet d'AgriSud et Green Farmer, c'est vraiment la sensibilisation des consommateurs, donc des acteurs les plus en aval, et aussi d'écoles hôtelières, donc les futurs restaurateurs, sur la qualité des produits, le fait que les produits viennent de la région de Siem Reap, donc qui ont été produits localement. Donc voilà, faire connaître cette offre, encore peu connue au niveau du territoire. Voilà, ce qui a abouti sur les dernières années du projet à la création d'un marché du week-end spécifiquement dédié pour les produits estampillés agroécologie qui sont produits autour de Siem Reap et des discussions avec le gouvernorat de la province sur la mise en place d'un label produit local de la province. C'est encore en construction, mais ce sont des perspectives intéressantes. Donc, ce qui a permis une forme de sécurisation des débouchés et le premium de prix dont je vous parlais dans les résultats que j'ai présentés tout à l'heure. Bon, c'est des exemples, un peu les schémas de commercialisation. Je vais pas forcément détailler, mais voilà, notamment celui d'Ecofarm, où on voit bien les représentants de groupement qui facilitent la commercialisation par la suite. Ce qu'il faut noter, c'est néanmoins la commercialisation se fait en groupe avec donc des intermédiaires qui viennent dans des points de collecte au niveau de certains villages, mais on est quand même sur des transactions individuelles. Donc les organisations, ce ne sont pas elles qui vendent et ensuite qui rémunèrent leurs membres, ce sont les membres qui vendent directement à un commerçant, mais via l'appui organisationnel de leur groupement. Voilà quelques exemples, donc une photo du marché du week-end à Siem Reap, des exemples de produits transformés par Green Farmer, donc de la poudre de curcuma, et un jardin collectif dans une école hôtelière, avec un des producteurs d'ailleurs qui est là pour l'entretenir avec les étudiants. Et un jardin de démonstration dans un restaurant, c'est plutôt intéressant. Donc ce qui a été favorable, en quoi ces projets ont été favorables pour améliorer la commercialisation des produits des membres de ces organisations, c'est tout l'appui le renforcement de capacité des maîtres exploitants, en tout cas des producteurs collecteurs dans la planification et leurs relations avec les grossistes. Le fait qu'aujourd'hui, il y a dans le cas de Green Farmer, une certaine stabilité financière qui permet de collecter une partie du montant des transactions pour financer la douzaine de salariés dont je vous parlais. Donc il y en a 10 qui aujourd'hui dont les salaires sont couverts par l'activité de l'association, ce qui est très intéressant au bout de 8 ans de projet. Il y en a encore 2, la gérante et la directrice commerciale, qui sont financées par le projet d'AgriSud. Là, on est en voie de pérennisation en tout cas de ces postes au sein de l'organisation, grâce à l'amélioration de cette commercialisation et le renforcement de capacité. Et puis, également, le GRET et AgriSud opèrent vraiment dans la même zone, donc le projet notamment de marché du week-end et tout le plaidoyer auprès du gouvernorat a été fait en commun entre les deux projets. Donc là, c'est intéressant. Il y a vraiment une bonne cohérence entre les actions. Au niveau d'Ecofarm, les marges générées par ces ventes collectives sont, comme je vous le disais, pas encore suffisantes pour financer tout le système de contrôle qualité. Donc cette question de pérennité se pose encore. Et au niveau de Green Farmer, leur stratégie de miser une bonne partie de leur production sur l'approvisionnement d'hôtels et de restaurants touristiques a été un peu mise à mal par la crise Covid, parce qu'évidemment, il y a eu beaucoup moins de touristes. Donc oui, voilà, c'est ça. Il y a eu quasiment une diminution par 2 du nombre de membres. Il n'y avait plus beaucoup de débouchés, donc plus d'intérêt en fait à passer par cette organisation. Donc suite à ça, ce qu'ils me disaient, ils ont un petit peu repensé leur stratégie et finalement l'idée de garder quand même une diversification de clients,
ne pas oublier le marché de consommateurs khmer, cambodgien, à Siem Reap, et pas tout miser sur le marché touristique. Pour terminer, le dernier questionnement qui était plutôt là pour le GRET et AgriSud et puis les autres organisations, c'était finalement comment on s'est positionné au cours de ces projets. Ce qui est ressorti un peu des discussions, c'est un soutien de long terme et dégressif, avec un transfert de responsabilités, de compétences et de financement au niveau de l'organisation. Aussi des sortes d'étapes un peu communes dans le déroulé des projets, avec prioritairement d'abord un appui à la production, puis à la gestion de cette production et de cette qualité, et enfin au développement commercial. Donc ça paraît assez logique, mais en tout cas c'est une tendance qui s'est vue sur l'ensemble des projets analysés. Une position de facilitateur et non pas de prescripteur. Donc là et puis d'aide à la décision des producteurs sur leur choix de type d'organisation et sur leur stratégie, quitte à même faire des erreurs ou en tout cas changer ses stratégies en cours de route, comme on vient de voir avec la crise Covid. Proposer ou en tout cas montrer que certaines innovations existent, comme les systèmes participatifs de garantie. Donc là, c'est sûr que l'expertise du GRET a permis de proposer, d'adapter ce mécanisme au groupement Ecofarm. Et puis AgriSud, ça a été plus sur les transformations de produits. Donc là, c'était vraiment des produits, par exemple la poudre de curcuma dont je vous parlais, ou la production même de liqueurs de mangue. C'était quelque chose que faisaient absolument pas les producteurs. Donc là, ça a été des innovations proposées par AgriSud et qui ont été testées. Ces deux, donc AgriSud et le GRET, n'ont jamais été acteurs économiques des chaînes de valeur. Donc ils n'ont jamais été acheteurs de produits et revendeurs de produits maraîchers, mais vraiment plutôt dans la facilitation de partenariats commerciaux, en partie AgriSud auprès d'acteurs internationaux, notamment au niveau des hôtels et restaurants. Et puis enfin, ils ont facilité la mise en relation des producteurs, de leurs représentants avec les autorités locales. Et puis, bien sûr, ce rôle d'interface entre bailleurs et bénéficiaires finaux qui a permis de financer ces projets, comme je vous le montrais, depuis 2010 pour le GRET, donc depuis 14 ans, et 2016 pour AgriSud. Donc d'être un levier d'accès au financement pour les groupements. Il y a donc évidemment des enjeux un peu de durabilité, d'autonomisation au niveau de ces organisations, avec l'enjeu aussi d'avoir des partenariats avec des OSC locales. Donc, c'est surtout le GRET qui s'est appuyé sur une ONG cambodgienne dans le cadre de ce projet. Alors, pas spécifiquement sur le maraîchage, sur les autres productions, c'est pour ça que j'en ai pas beaucoup parlé. Il y a le challenge maintenant du modèle économique, évidemment, notamment pour Ecofarm, et puis du maintien des connaissances et compétences, parce que forcément, les personnes formées deviennent bankable aussi et pourraient être attirées par d'autres, peuvent recevoir des offres d'autres entreprises qui payent peut-être mieux. Donc il y a aussi la capacité à maintenir les ressources humaines qui ont été formées au sein des groupements. Notamment qui sont plutôt jeunes d'ailleurs. Je n'ai pas précisé ça. Voilà, il y a un certain nombre de recommandations, mais qui reprennent les conclusions dont je vous ai fait part. Donc, développer les capacités d'analyse des producteurs, ne pas hésiter à innover et tester aussi, notamment dans les premières phases de projet. Donc ça, c'est des recommandations issues c'est pas les miennes, c'est celles qui sont issues du groupe opérant au Cambodge. Évidemment, adapter les innovations et les pratiques au contexte particulier. Intégrer très vite les coûts du contrôle qualité dans le développement du business model des organisations. Assurer une relation la plus directe possible avec les consommateurs.
Aussi un intérêt au développement d'outils de communication et de logistique, avec pas mal de ventes via Facebook. Enfin, c'est très développé en Asie du Sud-Est en règle générale et au Cambodge. Voilà, la construction collective de la qualité, le renforcement de capacité évidemment des producteurs et du personnel. Et enfin, dans le positionnement, éviter autant que possible la substitution, anticiper le transfert des responsabilités, initier des partenariats avec les acteurs locaux et notamment les autorités locales. Et puis faire preuve de souplesse via les financements que peuvent lever les organisations internationales, mais via aussi certains fonds propres qui ont pu être débloqués par le GRET et AgriSud, par exemple. Merci de votre attention pour cette présentation ramassée. Oui, c'est un peu dense. Ouais. Voilà, c'est encore plus dense là-dedans, si vous voulez. Bonjour. Moi, il y avait un élément qui me questionnait, c'était la notion d'aliment sain. C'était un des objectifs du programme, et vous entendez quoi par aliment sain ? Alors, c'est oui. Au niveau des productions maraîchères, donc c'était surtout des aliments à la fois frais, donc qui peuvent être commercialisés, et puis ensuite qui arrivent au niveau du consommateur final assez rapidement après la récolte, donc une notion de fraîcheur. Et puis après, il y a beaucoup aussi de questionnements sur les résidus d'utilisation de pesticides. Donc c'était qui est questionné beaucoup par notamment les restaurateurs. Donc c'était aussi sur finalement le type d'intrants et de pesticides utilisés au niveau des planches maraîchères, d'où la mise en place de production de biofertilisants, de bioinsecticides pour pallier à ce problème-là. Donc c'était les deux gros enjeux dont les producteurs nous ont fait part. Donc c'était du point de vue des producteurs, là, c'est ça ? Enfin, c'est les enjeux de l'aval dont les producteurs ont eu davantage conscience dans le cadre de ces projets, en fait. Oui. Bonjour. Du coup, vous avez parlé de pratiques agroécologiques qui étaient mises en place au Cambodge. Et du coup, c'est des pratiques qui sont travaillées avec les agriculteurs en place. Enfin, c'est un apport de connaissances qu'on a d'ici, ou c'est aussi voir les pratiques traditionnelles qui sont déjà existantes sur place et voir comment les deux peuvent se lier. Merci. Alors c'est d'abord comprendre les pratiques locales et rien que dans la diversification qui fait partie par exemple du cahier des charges d'Ecofarm et en fait en réponse à la demande périurbaine, ça concerne des produits qui sont déjà produits localement en fait. Donc là c'était plutôt faciliter la prise de conscience des producteurs sur quelle est la demande et ensuite, eux, avec leurs connaissances locales, de mettre en place ces productions-là. Donc, comme je disais, ne pas faire que du chou chinois qui était principalement ce qui était produit, mais d'autres productions, notamment beaucoup de condiments. Mais effectivement, dans le cadre du projet porté par AgriSud, il y a eu aussi ce test tester des variétés de laitue ou carottes qui en tout cas n'avaient été assez nouvelles pour les producteurs. Alors je suis pas allé j'ai pas eu le temps de rentrer dans le détail de est-ce qu'il y a eu un énorme changement dans l'itinéraire technique, le calendrier de travail, etc. Mais oui, il y a eu aussi cet apport un petit peu extérieur en réponse à la demande toujours. Mais globalement, ça a été plutôt partir de l'existant
et mettre mieux en lien les connaissances locales avec la demande des clients. Alors peut-être pour compléter, dernier point, sur le volet transformation, c'est vrai que là, c'est un aspect qui a été extrêmement novateur. Je parlais de la poudre de curcuma ou même la liqueur de mangue, qui est quelque chose absolument pas consommé par les Cambodgiens à Siem Reap. Donc là, c'est vrai que c'est pas trop le maraîchage, j'ai pas développé ici. Mais sur cette innovation, ces innovations de Green Farmer, c'est sûr que là, l'initiative d'AgriSud a été assez forte. Et d'ailleurs, pour l'instant, ce sont on va dire des produits vraiment de niche qui concernent beaucoup moins de producteurs que les produits maraîchers qui, eux, sont beaucoup plus ancrés dans les pratiques de consommation locale. Oui. Merci, merci beaucoup pour la présentation. Alors du coup, je vais rebondir. J'ai plusieurs questions, mais du coup, je rebondis sur ce que vous dites là maintenant. Parce que ça pose question aussi sur ce débouché. Donc, on voit que c'est plutôt les touristes. Et puis après, on élargit un peu plus parce qu'avec le Covid. Et puis là, finalement, la question, c'est comment ce qui a amené à travers des niches, à travers des marchés de niche, réussissent à toucher peut-être plus de population, non seulement au niveau des producteurs, mais aussi au niveau des consommateurs. Est-ce qu'on regarde aussi les questions nutritionnelles en termes d'apport de qualité nutritionnelle au-delà de la qualité sanitaire des pesticides, quoi. Donc ça, c'est une première grosse question. Alors moi, je découvre sans doute un peu tardivement le groupe Initiative. Et je trouve ça plutôt positif qu'il y ait de la coordination entre ONG. Du coup, c'est des ONG françaises. Oui. C'est ça, ouais. Et au-delà des ONG françaises, est-ce qu'il y a aussi des efforts de coordination avec d'autres institutions, ONG ou pas, et notamment des institutions cambodgiennes et des politiques, quoi. Alors sur la première question, la question de la nutrition, je pense que dans les phases actuelles de ces deux projets, j'imagine que cette question est posée, mais en tout cas en 2010, dans les années 2010, au moment vraiment de la mise en œuvre, la création de ces groupements, donc le cœur de mise en œuvre de ces projets, ça faisait pas partie des préoccupations dans le cadre de ces projets. Et c'est vrai que c'est un sujet qu'on a peu abordé dans le cadre de cette capitalisation. Mais finalement, les quelques grossistes et consommateurs que j'ai pu voir là, sur ce marché du week-end ou autre, ne parlaient pas tant de qualité nutritionnelle. En tout cas, ils parlaient de la question d'un produit qui est sain, qui ne va pas créer de maux de ventre, sur lequel on peut avoir confiance. Donc ça n'a pas été trop développé, effectivement, ce serait un point à creuser. Sur le groupe Initiative, donc c'est un groupe qui a été créé je ne vais pas dire de bêtises, il y a une vingtaine d'années, je pense. Il y a une quinzaine, ou peut-être plus, il y a une quinzaine d'ONG françaises qui le composent. C'est vraiment dédié à quinzaine d'ONG qui travaillent dans le développement rural, avec certains domaines d'intervention. Donc là, il n'y en a que 2 que j'ai mentionnés, mais je crois qu'il y en a 6 ou 7 qui produit de la connaissance, et notamment sous la forme de cette revue qui s'appelle Traverse. Donc il y en a déjà 53 qui ont été publiés. Mais ce sont effectivement uniquement pour l'instant des organisations de solidarité internationale françaises. Il se trouve qu'au Cambodge, il y en a 6 qui opèrent, donc il y avait un intérêt à faire ce travail collectif. Je sais qu'il y a aussi une capitalisation qui a été faite au niveau du delta du fleuve Sénégal, donc à la fois au niveau Sénégal, Mauritanie, puis même un peu Guinée. Mais il n'y a pas dans ce groupe-là, il n'y a pas d'OSC, de pays d'intervention. Par contre, au Cambodge, en Asie du Sud-Est, il y a un réseau qui s'appelle ALISEA. Alors, je ne me rappelle plus de la signification de l'acronyme. C'est une alliance pour l'apprentissage sur l'agroécologie ou quelque chose comme ça.
c'est une plateforme sous-régionale avec des déclinaisons nationales. Donc il y a un réseau cambodgien qui est composé en grande partie d'OSC cambodgiennes, aussi de coopératives. Il peut y avoir des entreprises, des instituts de recherche, donc qui sont cambodgiens. Donc, par exemple, le CIRD que je mentionnais fait partie de ce réseau. Donc, dans ce cadre-là, alors il n'y avait pas de lien direct avec ces projets-là en tant que tels, mais il se trouve que j'ai un peu bossé aussi avec ces acteurs-là. Donc ce réseau, en gros, un bureau qui anime des discussions mensuelles pour essayer de faire une cartographie de tous les projets, toutes les initiatives liées à l'agroécologie au sens large. Et un des objectifs, c'est d'organiser 2 à 3 fois par an des conférences ou des visites terrain et de mettre en relation surtout des producteurs entre eux, mais aussi des chercheurs, des entreprises, etc. Donc c'est plus ce réseau-là. Voilà. Merci. Donc là. Bonjour et merci. Je voulais juste savoir si le choix du site d'Ancor est vraiment volontaire, parce que c'est là où il y a un gros pôle d'attractivité et où il y avait peut-être plus d'opportunités pour travailler sur ces questions-là, ou est-ce que ce type de projet pourrait très bien pu être conduit dans d'autres zones équivalentes, périurbaines, etc. Et deuxième question, je pose la question face à un collègue qui est membre du CIC d'Ancor, qui se posait la question de savoir s'il était possible de faire du sujet, du développement du maraîchage agroécologique, un sujet qui soit propre à ce groupe, qui est un groupe d'assistance de tous ceux qui agissent autour de l'attractivité de la conservation du site d'Ancor. D'accord. Okay. Alors, sur la première question, je sais pas exactement pourquoi est-ce que AgriSud ou le GRET sont portés sur cette zone. Dans leur financement, il y a donc des financements du Conseil départemental des Hauts-de-Seine. J'imagine que c'est aussi ça qui a drivé un peu les financements sur cette région. Voilà, les touristes des Hauts-de-Seine qui vont voir les temples d'Ancor, c'est peut-être ça. Mais à mon avis, ça a dû jouer, parce que, donc pour répondre à l'autre partie de votre question, on pourrait très bien imaginer le même type d'appui en périphérie de Phnom Penh, par exemple, qui est une ville beaucoup plus grande. Un des enjeux, alors c'est vrai que je l'ai peut-être pas évoqué là dans les facteurs, les enjeux et les limites, c'est que en fait, la majeure partie des produits, des légumes, fruits et légumes qui sont consommés à Siem Reap, mais aussi à Phnom Penh, sont des produits importés, notamment de Thaïlande et du Vietnam. Donc, l'enjeu, c'est d'essayer de substituer autant que faire se peut ces produits avec une production locale. Et donc ça pourrait être clairement dans d'autres zones urbaines, à commencer par Phnom Penh. Après, je ne connais pas très bien le Cambodge non plus, donc il y a probablement d'autres villes. Donc oui, ce serait potentiellement réplicable. Après, je connais le CIC, du coup, je connais pas bien, mais il pourrait prendre attache avec les personnes d'AgriSud qui sont basées à Siem Reap, qui sont très proactives sur ce volet-là. Donc oui, on pourrait imaginer, je sais pas, dans l'enceinte le périmètre d'accueil des touristes à Angkor ou ce genre de choses. Avoir un peu de valorisation des produits de Green Farmer, une cafette qui pourrait valoriser les produits. Ouais. Je pourrais vous mettre en contact avec ces personnes. Est-ce qu'il y a une dernière question? Après, on sera obligé de... Oui, Paul Moustier, CIRAD, merci beaucoup pour l'exposé très clair. Je voulais juste savoir si ce cahier des charges où il n'y a pas d'utilisation de produits chimiques, mais j'imagine qu'il ne peut pas être certifié quand même bio parce que c'est un peu difficile de tracer si les semences sont bio, etc. Est-ce que ce cahier des charges, en tout cas, ça représentait, au-delà des questions de nouvelles cultures dont vous avez parlé, est-ce que ça représentait un gros changement ou est-ce que déjà les maraîchers de cette zone ne mettaient pas de produits chimiques? Voilà. Ils en mettaient quand même un peu, même si au début ils m'ont dit non. Si dans les
Dans les facteurs limitants, ça a impliqué plus de temps de travail, même dans du marais. Enfin, même. C'est pas parce que les parcelles sont petites que c'est facile. Non, il y a eu. En tout cas, c'était le premier facteur dont ils m'ont parlé, l'augmentation du temps de travail, un peu plus de sarclage manuel, et puis du temps de formation pour la production de compost, et puis d'engrais sur la base de micro-organismes, etc. Donc un peu plus de temps de travail, clairement. C'est vrai que après, voilà, j'ai pas non plus... La capitalisation était beaucoup sur les systèmes de gestion de qualité, la commercialisation. Mais ça aurait été hyper intéressant de voir aussi les innovations techniques un peu plus en détail, quels ont été les blocages et comment ils ont pu être levés. C'est intéressant parce qu'on sort juste dans le cadre d'une formation là, en dominante 1 vers des agricultures durables, d'enquête auprès de maraîchers autour de Montpellier, et où on montre bien que déjà le nombre d'exploitations est en voie de diminution parce qu'elles ont du mal à tirer des revenus viables, mais celles qui sont les plus agroécologiques, du fait de la charge de travail, ont beaucoup de mal à se maintenir plus longtemps et à avoir des revenus intéressants. Et il y avait aussi les contradictions au niveau des prix, parce que là, donc, il y a une amélioration des prix payés aux producteurs, mais est-ce que du coup, ça exclut pas toute une catégorie aussi de populations urbaines qui n'ont pas les moyens d'avoir accès à cette alimentation-là? Donc les questions derrière, c'est aussi les questions de sécurité pour l'alimentation et ou subventions pour des pratiques agroécologiques dans les phases de transition. C'est vrai que c'est vraiment des enjeux cruciaux, mais du coup qu'on rencontre aussi bien au Cambodge qu'à Montpellier, dans la périphérie de Montpellier. Bon, on est obligé de conclure parce qu'on a juste 2 heures pour terminer l'enregistrement. Pour autant, ceux qui sont motivés, disponibles, vous pouvez encore prendre quelques minutes, je crois, avec Paul, mais vous êtes ensuite obligés de repartir parce qu'ils ont fait une petite pause dans leur journée de capitalisation IRAM avec un aller-retour rapide depuis leur site de rencontre animation de groupe. Donc merci beaucoup pour ce temps de partage. Merci. Et peut-être quelques minutes si vous avez des questions à poser en privé. Et merci pour votre participation. Merci à vous.